Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Qu'est-ce que tu lis? Un balado où on parle de nos lectures tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial, un épisode hors série parce qu'on est en direct d'un endroit, on n'est pas en virtuel pour la première fois de l'histoire de ce balado. Donc, nous sommes au Salon du livre de l'Outaouais dans le cadre de l'édition de l'année 2025. Donc, je me présente. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, mon petit nom, c'est Maps. Ça fait depuis 2017 que je suis sur les réseaux sociaux et que je parle de livres. J'ai commencé plusieurs choses sur les internets. J'ai mis de l'avant la littérature québécoise avec un projet qui se nommait Mets du bleu sur la pâle. J'encourageais à lire québécois au mois de juin. J'ai parti ce balado en 2023, donc on va fêter bientôt les 2 ans. Et hier, on a célébré la première année du Gala du roman québécois. Donc, voici mon petit pédigree. Avec moi aujourd'hui, j'ai un panel fantastique que je vais vous présenter à l'instant. Donc, vous reconnaîtrez peut-être mon acolyte depuis plusieurs années. On s'est connus grâce au roman Fleurs captives. C'était pas nécessaire de le souligner, mais... Mais maintenant, tout le monde le sait. Donc, si vous posez la question, c'est un roman bien particulier. C'est toute une expérience. Un roman écrit par V.C. Andrews. Donc, si vous voulez découvrir qu'est-ce que c'est Fleurs captives, on s'en reparlera une autre fois. Sylvain Desmonti est connu pour son humour et ses critiques mordantes. Il œuvre principalement sur YouTube. Il a été animateur de la série Le 7e démenti et collaborateur sur plusieurs balados et émissions de radio. Depuis 2023, il anime le balado littéraire Le Club démenti. À chaque mois, on a une lecture commune et on en parle. Ben, mon Dieu, merci. C'est tout mon CV. C'est tout ton CV, c'est voilà. très flatteur, c'est fun, merci. Ça fait plaisir. Alors voilà. Je continue avec Maude. Donc, vous l'avez peut-être vu en virtuel au mois de février. On est encore au mois de février, parfait. Elle a fait sa première apparition sur le balado Qu'est-ce que tu lis? Donc, vous connaissez peut-être Maude parce qu'elle est la fondatrice des clubs de lecture Sujet clos, qui est une initiative ici de notre région, parce que Maude vient de notre région. Elle a toujours été passionnée par la littérature. Adolescente, elle lisait en cachette plutôt qu'en classe. Oui, je cachais le livre dans mon bureau. Voilà. Maintenant, on sait. Elle a fait des études en création littéraire et en marketing. Elle a lancé l'idée de Sujet clos pour rassembler des lecteurs et des lectrices. Puis aujourd'hui, on a plus de 20 clubs partout au travers du Québec. Wow! Wow. Bravo. Ça parle de littérature québécoise et ça, on aime On aime. toujours. On aime. Alors, merci d'être là avec nous en vrai aujourd'hui. Merci de l'invitation. Oui, je suis vraiment contente. On continue notre tour de table avec Josée, que vous connaissez probablement si vous êtes ici. Elle a fait quelques apparitions sur le balado Qu'est-ce que tu lis? Josée, on a réussi à la voir sur Instagram et ça, c'est ma plus grande fierté parce que j'ai travaillé très fort. On a travaillé très fort. C'est vrai. Si vous la cherchez, elle est en duo sur Instagram. Sa page se nomme PM à la page. Et elle est avec sa copine parisienne Lydie. Elle se définit comme une lectrice en série et est particulièrement friande de littérature au féminin, puis il manque aussi de littérature italienne. Totalement. Donc, voici Josée. Elle a parti ça en mars 2024, PM à la page, donc ça va faire Un an bientôt. un an. Wouh! Bravo! Yes! Puis merci d'avoir insisté. Je suis vraiment contente pour mon propre... C'est très égoïste, là, tout ça. Et ce cher bout de table, ma foi, c'est sûr que vous connaissez M. Kalula Kalambay. Il est auteur, artiste visuel et artisan du livre originaire de la République démocratique du Congo. Il est à Gatineau depuis 2013, fondateur de l'Empreinte du passant. Il valorise les voix afrodescendantes et le patrimoine africain. Poète et novelliste primé, il explore les enjeux sociétaux à travers l'art. Il est très engagé. Il a présidé le Salon du livre de l'Outaouais pendant plusieurs années, 4 années. 4 ans. Wow! Et participe activement à plusieurs organisations culturelles. S'il vous plaît, applaudissez chaleureusement Kalula Kalambay! Merci Map, c'est un honneur d'abord d'être Mon honneur. invité. Ah ben oui, et d'autant plus que vous vous souviendrez, vous aviez parlé de nous pour la première fois, je crois, en 2018-2019. Oui, Vous avez fait la revue de nos livres en tant qu'auteur avant qu'on Oui. ait la maison d'édition.
C'est vrai, c'est Mais- vrai. Vous devez regarder ses livres Ouais, c'est ça. à Kalula et à sa Mm. femme Vicky Ujunga Exactement. Kalambay, Oui. définitivement. Mm. Alors, on commence ça. J'ai fait une plus grande, une plus grande introduction que d'habitude parce qu'habituellement, ben, je ne présente pas vraiment les gens, ça a l'air. Là. Aujourd'hui, vous allez savoir qui était avec nous. Donc, le fonctionnement de ce balado-là, on fait ça un grand tour de table en premier. Je vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de lire ou qu'est-ce que vous avez lu là, dont vous aimeriez nous parler. Puis, on va se faire un deuxième petit sujet en lien avec le Salon du livre par la suite. Alors, j'y vais tout de suite. Dis-moi, Sylvain, qu'est-ce que tu lis? Et n'hésitez pas à faire des interactions si vous avez lu, si vous avez des questions. Ça se veut un panel d'échange. Alors, Sylvain, je recommence ma question comme du monde. Qu'est-ce que tu lis? Ah oui, c'est moi qui lance ça. Hein? Ben oui! Alors moi, je suis en train de lire un roman au four de Marie-Cécile Labrèche. Je l'attendais avec impatience. En fait, je l'attendais depuis qu'on l'avait présenté dans le cadre des... Du on gala. présente les livres dans le cadre du gala. Et j'avais vraiment très hâte. Moi, Marie-Cécile Labrèche, je la suis depuis Borderline, depuis le premier. Et puis, c'est une autrice qui est vraiment très particulière, unique, qui a vraiment changé la littérature québécoise. En fait, je pense que c'est elle qui a introduit le concept d'autofiction au Québec. Il y en a probablement d'autres avant, mais elle l'a vraiment implanté. Et depuis ce temps-là, je m'amuse à dire qu'il y a plein d'autres Marie-Cécile Labrèche qui ont poussé un peu partout. Et là, j'ai regardé son entrevue à Tout le monde en parle. Puis son entrevue à Tout le monde en parle, elle était très nerveuse, là. Puis j'étais avec ma maman. Il faut dire une chose, c'est mon anecdote de la journée, alors c'est le divertissement que je vous offre. J'étais avec ma maman. Et ma mère, c'est quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. En fait, c'est moi qui l'ai introduit à la lecture. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui va lire du Daniel Steele, des romances, des livres de Jackie Collins, ce genre de livres-là. Et là, je lui dis, ah, Marie-Cécile Labrèche est à la télé, il faut la regarder. Puis là, on regarde l'entrevue, puis Marie-Cécile Labrèche, elle est colorée, elle y va avec toute sa... Elle est très nerveuse, puis elle y va avec toute sa fougue, et puis elle replace sa bretelle de soutien-gorge à peu près 8 fois dans l'entrevue. Puis ma mère, elle la regarde, puis elle l'écoute, puis elle essaie de la suivre parce qu'elle fait des digressions, puis c'est cette personne-là. Ma mère, elle la regarde, puis elle dit, c'est quoi qu'elle écrit, elle? Puis là, j'ai dit, ben, tu sais, elle écrit, elle parle d'elle, là, c'est de l'autofiction. Elle raconte des trucs par rapport à sa vie, tout ça. Elle romance un peu. Puis elle a dit, puis c'est intéressant. Oups! Moi, j'étais là, mais maman, c'est une des plus grandes auteurs du Québec, une des plus grandes autrices du Québec. Je l'adore vraiment. Mais donc, oui, je comprends que c'est pas forcément pour tout le monde, et particulièrement ce livre-là, parce que c'est un livre qui est écrit, ben, comme elle parle, ou comme elle a parlé dans son entrevue, c'était un livre qui est écrit, une phrase dure 30 pages. Là. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de virgules et il y a beaucoup de digressions et on passe du coq à l'âne et tout ça. C'est très intéressant. Faut s'habituer au rythme, là. Moi, je vous dirais qu'il faut s'habituer au rythme, mais c'est quand même très intéressant. Puis je retrouve la Marie-Cécile Labrèche que j'aime tant et ses sujets, ouais, sa folie, je dis ça vraiment avec beaucoup d'amour, là, sa belle couleur qu'elle a. On retrouve ça dans ce roman-là, puis c'est vraiment très bien. Excellent. Là, tu l'as commencé, là, Ben, c'est je l'ai ça? à peine commencé. Je me sens un peu imposteur d'en parler. Mais je viens de terminer son autre, l'autre qu'elle avait écrit avant, en fait, que j'avais, je sais pas, il est tombé dans les craques du plancher, puis je l'avais pas lu. C'était 225 milligrammes de moi, voilà. Et puis, ben c'est ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire que c'est un peu Marie-Cécile Labrèche, c'est vraiment elle qu'on retrouve tout le temps. En fait, la seule fois où je l'ai un peu moins appréciée, c'est plate à dire, mais c'est la seule fois où elle a vraiment écrit comme un roman de fiction. Le narrateur était masculin, c'était vraiment comme... Autre chose. Elle était loin d'elle, puis c'est peut-être justement parce que moi, je cherche à la retrouver dans son écrit que c'est pour ça que j'ai moins accroché à ce livre-là, mais tout le reste, là, à découvrir. Est-ce que vous avez déjà lu Marie-Cécile Labrèche? Oui. Oui, José? Oui. Qu'est-ce que tu as lu? Est-ce que tu t'en souviens? J'ai lu Borderline. Oui. Je pense que j'en ai un autre. J'ai vu le film aussi. Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture un peu qui me dérange, qui est déroutante, qui est spéciale. Mais celui-là, ce qui me fait peur, c'est le 30 pages sans point.
Ouais. Moi, ça a tendance à m'asphyxier quand il n'y a pas de points. Mm. Mais s'il y a des virgules, je peux peut-être faire avec. C'est une belle, un beau Ouais. compromis. Ouais. J'ai mémoire d'un livre qui n'avait 13 pages avant le point, qui m'a presque tué. Fait que je sais pas, je verrai. mais tu le vends bien, tu la vends bien. Fait que je pense que je vais faire une petite incursion. Mais ouais. si je peux faire une comparaison, là, il y avait Putain de Nelly Arcan qui était aussi écrit un peu dans ce style-là, mais je te dirais que ça, c'est beaucoup plus accessible. OK. Hmm. Je suis dans la palle. Parfait, on prend bonne note. Moi, je ne l'ai jamais lu non plus. Je t'avoue ça comme ça, là. Attends, on est amis depuis combien d'années? Tu n'as jamais lu Marie-Cécile Labrèche? OK. Oui, mais il y a des choses qui nous rassemblent, il y a des choses qui nous séparent aussi. Ça fait peut-être partie de ces choses, je sais pas. Fallait lire que Fleur captive, par exemple. OK, d'accord. Écoute, il y a des priorités dans la vie, il y a des rencontres qui se font à certains moments. Mais j'ai vu le film Borderline, puis ça avait vraiment été un film marquant, puis j'écoute jamais de film, là, s'il y a des gens qui me connaissent. Là. Donc, peut-être que je devrais lire Borderline. Hmm. Pour commencer, est-ce que ce serait un bon premier pas? Ben, c'est le premier qu'elle a écrit, puis c'est celui qui m'a fait tomber en amour avec elle, fait que je te dirais oui. Bon, ben, je te ferai pas de Je promesses seconde. que je pourrais pas tenir, mais peut-être dans les prochaines années que... En tout cas, c'est écrit avec des points, fait que tu peux le lire aisément. Là. Parfait, merci. Merci beaucoup, Sylvain, pour ce partage. J'aimais ça. Puis on va continuer avec Maude. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Ben moi, je suis entre deux livres, en Mm. fait. Je viens de terminer Presse Jus, qui était notre Oui. lecture commune. Je vous en ai parlé justement Mm. dans le dernier podcast. Notre lecture commune pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, avec le club de lecture. Et puis, j'ai pas encore sauté dans notre premier roman graphique de l'histoire de Sujet clos, Oui. qui est par Catherine Gauthier. Je pense que j'en aurai pas. J'ai très, très hâte. Tout le monde qui a reçu son livre à date m'écrit à quel point c'est beau. Donc, mais vu que je suis entre deux livres, j'ai envie de vous parler de deux coups de cœur récents que j'ai eus. Le premier étant un livre que j'ai lu pendant la période des fêtes, c'est Mélasse de fantaisie. Ah oui. Par Francis Ouellet. Vraiment. Je suis vraiment en retard, là, je le sais, mais j'arrête pas d'y penser. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui, même des semaines, des mois après, me ramène, vient me chercher les tripes. Donc, ça, c'est un gros coup de cœur. Puis c'est drôle parce que dans la salle, il y a Marina qui m'a conseillé ce livre-là. Puis on en parlait un peu tantôt, mais je trouve que c'est un livre qui est absolument impossible à décrire. Je ne sais pas si vous seriez capable de le décrire à sa juste valeur pour le vendre sans vendre le punch. Hmm. Moi, je suis pas capable. Je peux juste dire que ça vaut la peine de le lire. Et je dis peine parce que c'est difficile, mais c'est Oui. vraiment très, très bon et ça réchauffe quand même là, à travers la difficulté que le livre transmet. On en a parlé beaucoup l'année passée. Il a été nominé dans les rendez-vous du premier roman. Puis il y a eu beaucoup de discussions à propos de ce roman-là. Puis, tu sais, il y a quand même une vague dans ces dernières années qu'on parle de milieux difficiles. Puis là, ici, mais dans Mélasse de fantaisie, ça se passe au Québec. Mais je trouve que c'est un des premiers romans qu'il fait avec beaucoup d'amour. Tu sais, il fait un retour sur sa vie, sur son passé dans un milieu économique complexe, dans un milieu culturel, tu sais, tu sais, compliqué. Puis, mais c'est tellement fait avec plein d'amour, avec une grande naïveté aussi, selon les yeux de l'enfant. Lorsque tu es adulte, tu comprends des choses qui ne devraient pas se faire comme ça dans la vie. Mais c'est tellement fait avec un grand cœur, puis c'est tellement écrit avec plein d'amour que c'est beau malgré que c'est difficile. Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi, j'aimerais dire quelque chose sur ce livre-là. Ce qui m'a étonnée, c'est que parfois, il y avait des mots que je voyais pas dans la bouche Oui. d'un enfant. Et là, je vous cite un mot qui m'a vraiment frappé. L'enfant, il embarque dans un wagon de train et il se laisse choir. Et moi, quand j'ai vu le mot choir, je suis écrasée. Je me suis dit, non, ça fonctionnait pas. Puis plusieurs fois dans le livre, il y a eu ce genre de langage-là, puis de lexique-là en tout cas, à mon avis, il était impossible de retrouver dans la tête d'un gamin Non. d'un milieu défavorisé. C'était impossible. Puis là, j'en ai discuté avec mon amie qui avait aussi les livres et qui me l'avait recommandé. Elle a dit, oui, mais ça, c'est son regard d'adulte sur lui, enfant. Puis j'ai bien fait de lui en parler parce que moi, j'étais quasiment en train de décrocher. Je me disais, mon Dieu, ça se peut pas qu'un enfant... C'est comme à toutes les fois que je voyais un mot comme ça. Ben, non, ça marche pas. Puis là, quand elle me dit ça, je disais, OK. À toutes les fois que je voyais un choix de ce monde qui apparaissait dans le livre, je me disais, bon, OK, ça marche. Puis moi, j'ai terminé le livre comme toi, Maud. J'ai fait, oh my God, que c'était bon. Puis la fin est assez... pouf. Oui. Il faut un grand recul pour écrire Ouais. une histoire comme ça. Ah Mais oui. toi, ces mots-là, est-ce qu'ils t'ont dérangé ou... Non, moi, je les ai pas. Ben, peut-être que je les ai remarqués, mais c'était super inconscient, je pense, parce que je me suis laissée bercer vraiment par cette histoire-là. Ce qui est drôle à dire, mais je pense que Oui. ça revient à ce que tu disais, Maps, c'est que c'est un roman plein d'amour, puis moi, je suis vraiment
je suis pas tombée en amour avec le personnage principal, mais je l'ai profondément aimé, vraiment. Fait que on dirait que je pense que le langage, j'y croyais, je me disais puis tu sais, c'est un enfant moi, j'ai tout de suite pensé qu'il était brillant, là, comme, Oui. fait que, je Ouais. pense que c'est peut-être ça aussi qui fait en sorte que Peut-être. la proposition passe, pour moi. Et puis l'autre livre Mmh. dont j'avais envie de vous parler, c'est un essai. On Ouh! fait un petit détour par l'essai. C'est Hors-jeu. Puis, Ah! donc on l'a lu en janvier avec le club de lecture, puis je veux en parler parce que ça m'a vraiment marquée. Je pense que c'est dans l'air du temps, là. Elle a gagné le hors-jeu par Florence Agathe Dubé-Moreau, qui a gagné le prix de la gouverneure générale et qui est en ce moment en nomination pour le prix des libraires Oui! pour l'essai. Et puis vraiment, si comme vous avez un petit peu d'intérêt pour le sport féminin, la place des femmes dans le sport, moi, c'est un écrit qui m'a fait réfléchir, qui m'a donné envie d'avoir un rôle plus actif et plus engagé dans le succès du sport au féminin, que ce soit les femmes en marge du sport ou les femmes vraiment, les femmes athlètes, là. Donc oui, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu cette année en 2025. Merci beaucoup. J'en ai pas entendu parler tant que ça. Je sais qu'il a été nominé, mais Oui, il passe quand même un peu sous radar malgré tout. un peu malheureusement, mais oui. Oui, OK. On note bien pour la suite. Si vous l'avez lu, là, si vous allez le lire, dites-nous-le pour qu'on mette un petit peu de hype autour de ça. Les femmes au féminin. Merci beaucoup, Maude, pour ces 2 coups de cœur. José, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que j'ai fini de lire Oui, qu'est-ce que tu as tantôt fini à de 2 lire? heures? J'ai Ah pris oui. un livre par hasard. En fait, je le voyais dans ma liseuse, mais je l'avais jamais pris. Puis il y avait 2 mérites, en fait, qui étaient plutôt courts, puis étaient écrits par une femme. Pour moi, c'était deux affaires que je voulais hier. J'ai lu le livre Pop de Sophie Musser. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'est un livre belge. Moi, j'aime beaucoup la littérature italienne, tu l'as dit. J'aime ça pour les sagas familiales qui sentent la poussière et le soleil qui me chauffe. Mais j'aime beaucoup la littérature belge pour les personnages tordus puis l'humidité qu'on ressent dans les livres. J'ai l'impression que ces 2 pays-là portent vraiment une littérature caractéristique. Ça, là, c'est une analyse qui vient de moi. Ça vaut absolument rien, peut-être, dans le vrai monde, là. Mais quand je prends ces 2 pays-là, j'ai toujours un peu cette impression-là. Puis Pop m'a vraiment amené dans cet univers-là avec des personnages très tordus. On suit une petite fille qui s'appelle Pop. Puis au début du livre, là, j'arrivais pas du tout à y donner un âge, là. Elle avait peut-être 2 ans, 3 ans, puis finalement, elle en a une dizaine. Hmm. Fait que c'est vraiment au fil des pages que j'ai dit non, cette petite fille-là est plus vieille que ce que je pensais. Puis elle vit vraiment dans un contexte familial extrêmement dur, mais vraiment difficile, avec des parents démissionnaires complètement. Son père est une bonne personne, probablement fondamentalement bonne personne, mais dépassé par la réalité de la famille. Fait qu'il est un peu absent, puis c'est un communiste convaincu, athée. Fait qu'il est vraiment comme une espèce d'adolescent, pas très présent, bien gentil, mais pas vraiment là. Puis la mère, ben, elle est carrément abominable. Elle boit sans arrêt, puis à travers sa méchanceté, puis même sa violence, elle a des petits moments de gentillesse et de câlin. Fait que c'est un peu encore plus déroutant pour la petite Pop qui attend ces moments-là de bonheur avec sa mère, mais elle peut avoir claque derrière la tête, elle peut être traitée vraiment comme presque un déchet. Fait que la petite Pop, elle se construit. En fait, c'est vraiment un livre de construction où l'enfant va se construire auprès d'adultes qui la côtoient. Ça peut être un adulte qui arrive avec 2 minutes, qui la côtoie 2 minutes, puis ou un adulte qui va être là toute sa vie. Fait que c'est vraiment une petite fille, je la considère un peu comme du pissenlit dans un champ de mauvaises herbes, qui tente de se faire construire avec ces adultes-là qui lui accordent peu de temps. Fait que puis elle est très brillante aussi, un peu comme dans Menace de fantaisie, on la sent très brillante et très allumée, et elle veut comprendre. Puis tout le monde y envoie des messages qui n'expliquent pas. Fait qu'elle elle essaie de comprendre ces messages-là. Elle a aussi une grand-mère qui est polonaise, qui charrie une tonne de préjugés puis de racisme. Fait qu'à travers tout ça, elle essaie de comprendre. On lui dépeint sa famille. Elle comprend pas les mots. Elle comprend pas le mot putain. Elle sait pas ce que ça veut dire. Elle comprend pas je viens pas d'ailleurs. Elle comprend rien. Elle essaie juste de comprendre, mais elle n'est pas capable. Puis là, sa grand-mère maternelle, qui semble être la plus instruite, puis qui, elle, femme de sa génération, a dû pas avoir d'emploi, pas avoir de carrière, puis arrête pas de dire à Pop, va chercher un dictionnaire, va dans le dictionnaire. Fait qu'elle cherche dans le dictionnaire, puis ces moments-là sont très cute parce qu'elle lit un livre qui l'amène à un autre, mais elle comprend toujours pas. Fait que c'est vraiment une enfant qui veut se construire, c'est une histoire de construction, puis avec ces adultes-là qui sont très, très, très importants, mais à la fois très importants pour elle. C'est comme des satellites de Pop. Fait qu'il y a énormément de personnages dans ce livre-là, mais ils passent, ils viennent. Fait que c'est pas vraiment des personnages qui sont importants au prix de Pop. Puis parfois, les noms même de Pop changent. Elle s'appelle Pop, après on apprend son nom. Le livre est vraiment construit étrangement. Au début, c'est des courtes phrases très syncopées qui font une lecture un peu
comme ça. C'est pas une grande envolée littéraire, là, tu sais, mettons que c'est pas... C'est le contraire, Non, c'est c'est pas ça. Puis c'est beaucoup, Pop a fait ci, Pop a fait ça. Tu sais, comme il n'y a pas de elle, j'avais l'impression que c'est presque une écriture. Là, moi, je me suis dit, coudonc, est-ce que c'est Pop qui narre? Mais non, c'est pas Pop qui narre. En tout cas, bref, puis au fil du livre, en tout cas, c'est mon ressenti, j'ai l'impression que ce style-là, un peu syncopé, cède la place peut-être à quelque chose d'un peu plus fluide. Puis dans la vie de Pop, il y a un petit garçon qui arrive qui s'appelle Najim. Puis lui, c'est vraiment un élément important dans sa construction, la petite fille. Ça termine que, on le sait pas, c'est un livre où il se passe rien, hein, il se passe pas grand-chose dans sa vie, mais on sent toute cette construction-là, son flux de pensée, comment elle interagit avec les autres. C'est vraiment un beau livre. C'est vraiment... Au début, je n'étais pas sûre parce que le style était tellement particulier. J'ai dit, mon Dieu, c'est bien étrange. Puis moi, il faut savoir que j'aime beaucoup les histoires d'enfants, les enfants en construction. C'est quelque chose qui me touche énormément. J'aime beaucoup l'effet aussi un peu Pygmalion, l'adulte qui montre à l'enfant. C'est vraiment une littérature qui, moi, me touche beaucoup. Puis même si ça se passe dans un milieu extrêmement dur, j'ai ressenti ça malgré tout parce que c'est pas les adultes vers Pops, c'est Pops qui va aller comme grabiller un peu partout chez des adultes, comment je pourrais me construire grâce à ça, grâce à ça, grâce à ça. Quand je l'ai commencé, j'ai même dit à ma jumelle ici présente, je ne suis pas sûre si je l'aime, mais je l'aimais assez pour le continuer. Puis de l'avoir terminé, j'ai fait « Oh, wow! Wow! » Ça, c'est surprenant quand même que ça... Oui, qu'il y ait une pente ascendante, là. absolument, absolument. Puis on la sent, cette misère-là. Mais c'est une misère très profonde, très ancrée. Par contre, il y a comme... Pop est tellement comme, me semble, lumineuse. Puis ça commence... Je vais vous dire pourquoi je pensais qu'elle avait 3 ans. Ça commence que Pop est en dessous d'une table de billard dans une espèce de bar, puis elle mange des chips avec ses mains à terre. Fait que moi, un enfant qui mange des chips avec sa main comme ça, à 2 ans, Ouais, tu sais, elle n'a pas 10. ouais. Fait que, mais vous voyez, sur la couverture, c'est elle, Pops, en fait. Fait que je ne sais pas si la couverture est encore allumée, là. Fait que c'est carrément... Puis là, je me disais, mais mon Dieu, est-ce qu'on va la suivre sur tant de temps? Et non. Fait que je vous le conseille. C'est son premier roman. Cette autrice-là, elle était avant, je crois, elle était scénariste. Et Pop devait être une pièce de théâtre au début. Quand elle l'a proposé, ses éditeurs, ou en tout cas les gens qui travaillaient pour elle, ont dit non, 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 ça c'est un roman. Fait qu'elle s'est lancée dans la littérature et c'est son premier roman. Et franchement, moi, c'est une autrice que je vais avoir du bonheur à suivre. Et j'ai regardé un petit clip YouTube sur elle, puis c'est pas de l'autofiction, mais elle a mis beaucoup d'elle-même parce qu'elle disait qu'elle était un enfant d'un milieu défavorisé. Fait qu'il y a beaucoup de choses probablement qu'elle a grappillées dans Oui. son propre passé pour écrire Pop. Fait que Pop, c'est une petite fille attachante. Elle s'en sort-tu, elle s'en sort-tu pas, j'en ai aucune idée. Je vais lui inventer une vie. Il y a plein de choses qui me viennent en tête actuellement, là, Josée, c'est drôle. Ah oui? Pendant que tu nous parlais de ça, j'étais comme, il me semble qu'il y a souvent des romans avec des narrations d'enfants, là. Oui. Il y a vraiment quelque chose que tu aimes, puis je te rejoins quand même là-dessus. Puis là, il y a un livre, là, ça va me rendre folle parce que là, j'ai rien pour le retrouver. Je pense vraiment que tu dois lire ce roman-là. Il a été nominé pour les rendez-vous du premier roman il y a quelques années. C'était un roman hors Québec. Puis c'était une narration enfant, un roman vraiment particulier parce que le milieu était pas tout à fait sain, pas tout à fait conventionnel. Puis l'enfant connaît pas tous les mots, puis inventait des mots pour nommer des choses. C'est un roman avec plein de trous. Puis là, ça va m'obséder jusqu'à la fin de ce balado-là. Mais je vais te donner le nom, puis je vais le trouver, puis je vais le mettre dans la version, le vidéo, là. Mais j'aimerais vraiment beaucoup que tu lises ce livre-là parce que je pense que ça va t'intéresser. Oui, ça m'intéresse. Oui, ça me fait penser à Pop, et Pop, ça a l'air vraiment intéressant. Moi, tu sais, le fait que c'est enfant, puis cette vision différente, ouais, je pense que... Il est catégorisé de roman d'apprentissage. Oui, parce que c'est un enfant. Puis Puis, il se construit. oui, très intéressant. Merci beaucoup, Josée. Ça me fait plaisir. Kalula, Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? bien, c'est assez intéressant. Je ne suis pas dans le roman pour le moment. Je suis plutôt dans l'accompagnement Mhm. pour que les gens puissent s'exprimer. Le dernier livre que nous venons de produire, parce que nous avons une maison d'édition qui est en train de faire de l'accompagnement, c'est le livre Les recettes de beignets. Mhm. Donc, je suis dans le fonctionnel et j'ai pensé que c'était important d'en parler. Pourquoi? Parce que nous partons d'un principe d'accompagnement, surtout des immigrants, et dans le cas précis, c'est des femmes immigrantes.
comment arriver à apporter aussi dans ce multiculturel, comment arriver aussi à s'exprimer. Nous avons 2 axes. Le premier, c'est l'accompagnement dans le cadre du devoir de mémoire. Donc, les personnes racontent leur vie pour la transcendance et ils essayent, et comme nous partons des personnes qui ne sont pas des auteurs au départ, donc nous allons vraiment chercher l'humain pour qu'il raconte son histoire, parce que nous pensons que chaque histoire est une histoire précieuse et devrait être versée au patrimoine universel. À partir de cet instant, donc, on part de l'oralité vers l'écriture. Et on encourage, comme ça, pas à pas, avec les différentes techniques. Et puis ensuite, des lecteurs qui vont aider à regarder les angles morts. Finalement, on recrute un réviseur pour que le livre puisse être un livre. Donc là, nous avons comme ça, et sur notre stand pour le moment, il y a une femme qui vient de terminer son livre. C'est sa première expérience et son premier livre. Il faut voir ces étincelles dans ses yeux et ça, parce qu'elle rentre dans ce processus de transmission. Oui. Notre maison d'édition, c'est l'empreinte du passant. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé sur cette terre, nous sommes arrivés nus et sans connaissance. Et tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de cette terre. Et nous voudrons nous assurer qu'avant de partir, il nous faut laisser notre empreinte. Et deuxième axe, parce que ce n'est pas évident pour écrire, et c'est d'ailleurs la première chose, dès que vous commencez à dire, mais écoutez, il faut transmettre, il faut... Ah, mais vous savez, moi, je n'ai jamais aimé lire. Je ne sais pas écrire. Mais vous avez vécu quand même. Oui. Donc, vous pouvez raconter votre histoire. Je dis oui. Alors, commencez par là. Racontez. Et pas à pas, donc, on arrive jusqu'à l'écriture. Mais écrire, c'est long, c'est lourd, c'est difficile, c'est épuisant. Pour tous ceux qui ont fait cet exercice solitaire, ils savent très bien qu'il y a des moments où on lâche, on ne sait pas continuer. Et nous utilisons l'autre axe, c'est le collectif. Donc, on encourage à raconter juste une petite histoire sur quoi? 1500 mots? 2000 mots? Et là, petit à petit, on va réveiller cette passion pour transmettre. Nous avons donc publié, accompagné les auteurs sur leur parcours d'immigration. Donc on avait sorti un recueil, un collectif sur histoire d'immigration. Et celui-là, à cette époque, on l'avait fait avec les éditions David. Comme ça, on a 40 histoires d'immigrants. Et c'est incroyable, parce qu'il n'y a aucune histoire qui se ressemble. Mais bien sûr, on est tous dans le cadre immigrant. Mais quand vous rentrez dedans, vous découvrez cette variété de cette marche et de ce parcours. Le deuxième axe, donc là, c'était les immigrants qui sont capables d'écrire, qui ont fait l'exercice. Ensuite, nous avons demandé aux femmes immigrantes, parce que souvent, c'est là où le défi est le plus important. Mais on dit, mais comment vous allez également participer à cet exercice du vivre ensemble, mais avec quelque chose que vous portez à travers les générations. Et une des choses que les filles et les femmes portent, c'est l'art culinaire. Mais elle s'est fait de mère en fille, mais avec plus le geste, mais on n'y ajoute pas la partie intellectuelle de la chose. Et là, nous avons donc travaillé avec une vingtaine de femmes, mais de l'association des femmes de Niagara. Elles étaient les plus disponibles. On a essayé avec AFIO, bon, c'est en cours. Et il y a 27 recettes de beignets, que vous appelez beignes, là, cette petite boule. C'est impressionnant de voir comment elle est différente, dépendant du pays et de l'endroit. Et ces femmes
parce qu'elle le fait de réflexe, on a dû les associer à un nutritionniste, une nutritionniste Hmm. qui les a aidés à quantifier Mm. les recettes. Donc là-dedans, on a pour chaque beignet, on a la recette pour assurer la réplicabilité. Mhm. On a trouvé que aussi c'est un langage, aussi c'est un partage, où chaque femme raconte l'histoire de transmission de sa mère ou de sa grand-mère, mais à travers le palais, le délice du palais. Le troisième axe que nous sommes en train de faire avec les jeunes de Cégep pour le moment, on les a jumelés avec des aînés, en majorité bien sûr afrodescendants, mais aussi il y a une Québécoise qui est là-dedans. Elles racontent leur histoire et les jeunes du Cégep, en création littéraire et en atelier d'écriture, racontent avec leur émotionnel, avec leur vision. C'est très intéressant parce que à la fin de l'exercice, les deux groupes, chacun a appris de quelque chose. Mais oui. Mais ce qui était l'un de intéressant au départ, il y avait cette angoisse, cette peur. Les aînés se disaient bien, mais comment ils vont prendre ça? Est-ce que mon histoire, ça vaut la peine? Et les jeunes gens disent, mais comment on va gérer ces aînés venus d'ailleurs? Donc, on est en train de créer les passerelles justement pour arriver à apporter à l'universel ce partage émotionnel, hein, en regardant les... Alors, ce livre, lui, va sortir au mois de mai-mars, au mois de mars-avril, et il est en plein développement avec les jeunes gens du Cégep de l'Outaouais. Bon, bien sûr, sur le stand maintenant, nous avons aussi une dame qu'on a accompagnée pas à pas. Elle vient de sortir son livre. Elle est toute épanouie. C'est la première fois qu'elle est au salon et s'étonne qu'il existait quelque part un lieu où il y avait autant d'auteurs, autant d'écrits, autant de lecteurs. Parce que, bon, les gens... Voilà un peu l'axe sur lequel l'emprunt du passant s'engage. Bien sûr, en dehors de ça, bon, je continue à lire aussi d'autres romans, mais je voulais juste focaliser un peu sur ce processus de transmission, de devoir de mémoire et des participations aussi à ce slogan politique, le vivre ensemble, et que les technocrates souvent transforment. Ils essaient de développer des outils pour faciliter ce vivre ensemble. Alors, hein, il y a des termes comme minorité visible, pour ne pas dire invisible, hein, il y a racisé, il y a le mot en haine, et il y a tout un ensemble d'outils que les fonctionnaires, les technocrates essaient de traduire, comment ils convertissent, comment convertir ce vivre ensemble. Mais nous, on porte la voix de la cité. Alors on dit aussi, racontez votre histoire. Et c'est dans ce livre, ces 20 femmes ou 24 femmes racontent comment on leur a transmis ce geste, ce langage fonctionnel, et on l'a traduit en livre de lecture opérationnel. C'est magnifique. Vous êtes vraiment inspirant, Kalula. Ouais. Là, je ne sais pas comment je vais arriver à parler de mon livre. Après ça, là, je remets en doute tous mes choix en ce moment. Mais merci beaucoup pour ce partage. C'est magnifique, puis ça me donne faim. Ah oui, ça c'est clair. Il n'y avait pas une dégustation aujourd'hui, justement? On a fait la dégustation tout à l'heure. C'était ici, hein? C'était ici. Et puis, c'est vite parti. Mais j'imagine. Ah, parce qu'il y a eu des allers-retours et tout ça. Donc, je n'ai pas dégusté. Oh non! Non. Oh non! Il va falloir refaire une autre... Je les livre cette fois-ci. Oui, vous avez les recettes. Je vais maintenant faire moi-même, préparer les recettes. Parfait, on se fera une belle petite réunion là, pour Ben oui. déguster tous ensemble. Ouais, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Moi, ouais, j'ai... Vous connaissez peut-être Paul-Serge Forest. Celui-ci, c'est son deuxième roman. Son premier roman a été publié chez VLB Éditeur. Ça s'appelle Tout est Ori. Il a gagné le prix Robert Clich, qui fait en sorte que ce prix-là, ce sont des personnes qui n'ont jamais écrit dans aucune maison d'édition. Puis c'est lui qui l'avait gagné, ce qui fait en sorte que Tout est Ori
est devenu publié. Toute théorie, c'est un des romans les plus particuliers que j'ai lus de ma vie et un des romans les plus polarisants. C'est une écriture vraiment magnifique. Il écrit exceptionnellement, vraiment très bien. Et au début, c'est une belle histoire. Ça parle de fruits de mer. On est sur la plage, puis on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. On lit ça tout doucement. Puis, il y a un point de rupture assez brutal dans ce roman-là. Puis la fin, la deuxième moitié n'a rien à voir avec la première. Et tous ceux qui ont lu Toute théorie savent que l'expérience, tu sors de ce roman-là, puis tu sais pas si tu as aimé ou pas, tu vis plein d'émotions contradictoires, puis tu veux en parler à tout le monde autour de toi. C'est une expérience vraiment particulière. Puis je me souviens que je l'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait quelque chose de très original, une voix que je n'avais jamais entendue ailleurs. Donc, lorsque j'ai vu qu'il publiait un deuxième roman, je me suis dit, ben je veux réessayer cet auteur-là. Donc, j'ai commencé à porter le masque, puis j'en ai lu là, vraiment pas beaucoup jusqu'à maintenant parce qu'il semblerait que j'ai été occupée par le Salon du livre ces derniers jours. Donc, ça fait une couple de journées que je n'ai pas lu. Puis, il est vraiment particulier parce que il va tout le temps un peu trop loin dans ses commentaires, dans ses réflexions, dans ce roman. C'est très fictif. Il va toujours à mon point où je suis un peu inconfortable, peut-être parfois même très inconfortable, mais ça reste imprégné. Il y a des images que je ne pourrai jamais effacer de ma tête et je peux pas dire ça à la télé là, ou au micro ou sur Internet. Un des passages, c'est un petit peu troublant, mais si vous voulez le lire, là, ça se passe dans les 2 premiers chapitres. Mais c'est ça, il y a des images vraiment très, très fortes. Ça commence, c'est un livre qui parle de pandémie, mais pas une pandémie COVID comme on connaît. Les gens se mettent à avoir des problèmes de ponctuation. Puis, ils ont de la misère à trouver leurs mots. Donc, c'est un virus qui a été envoyé un petit peu par accident. Là. Il y a une couple de jeunes qui voulaient faire un mauvais coup. Puis là, Wow. ils ont mis en scène un virus. Mais ce virus-là fait en sorte que, c'est ça, les gens, ils ont de la misère à parler. Puis c'est là que, tu sais, ça vient tout juste de commencer là, dans mon roman. Mais donc, de ce que je comprends, il va y avoir comme 2 lignes parallèles. Il va y avoir les histoires de ces 3-là qui ont démarré le virus. Puis, ben, l'histoire d'un médecin avec sa femme qui, j'imagine, va voir plein de cas, puis il va essayer de régler comment on remet la Terre sur le bon sens. Donc, je ne sais pas comment parler de ce livre-là, mais si vous voulez vivre une expérience, je pense que cet auteur-là déstabilise, puis il vaut vraiment la peine d'être lu, mais sachez que tu ne peux pas mettre ça dans les mains de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très choqués. Est-ce que mes mains sont bonnes pour tenir ce livre, tu penses? En tout cas, tu m'intrigues. Oui. Suffisamment pour que je le commence. Bien, je pense que tu vas aimer l'aspect original de ça. Je pense que tu es capable d'en prendre, mais tu sais, dans Toute théorie, ce que je disais, c'est que c'était très collant. Il y avait beaucoup de fluide de toutes sortes. Ça sort de partout. OK. Donc, c'est ça. Puis il y a un petit peu de ça aussi dans Porter le masque. Tu sais, par exemple, il y a un personnage qui s'en va au restaurant, puis c'est mentionné qu'il y a la diarrhée. Mais tu sais, est-ce que c'était nécessaire? Tu sais, c'est tout le temps là. OK. Tu sais, ça va tout le temps la ligne qu'on pourrait peut-être dire de mauvais goût ou la ligne de trop. Puis, mais ça fait partie du personnage. Donc, voilà. Intriguant. Oui, quand même. Je suis pas capable de faire un parallèle avec lui puis un autre auteur. Tu sais, il n'y a pas d'univers. Ben, tu me donnes envie de te demander. Moi, j'avais essayé de lire La Bête de David Goudreau parce que tout le monde a adoré. Puis, moi, je n'ai pas été capable. Pas parce que l'écriture n'est pas excellente, mais parce que ça dépassait une ligne que j'étais littéralement pas capable d'aller. Ça, je dirais, c'est plus une ligne morale, La Bête. Dans le sens que, tu sais, oui, définitivement. Il fait des choses. Tu sais, c'est quand même un criminel, puis on est dans sa tête, puis lui, tout est correct. Puis tout ce qu'il fait, c'est bien, dans la tête de la Bête de David Goudreau. Ici, c'est vraiment plus par rapport au bon goût puis aux détails qu'on devrait peut-être pas avoir. Tu sais, Toute théorie, je peux peut-être mettre en contexte que c'est une nouvelle couleur qui est faite avec du sperme.
OK. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, vous voyez le ton. C'est pour choquer plus que. Oui, mais je pense qu'il le fait vraiment malgré lui. C'est ça qui me fascine. Ouais. Je pense, Il est juste Il est honnête envers innocenté. lui-même. Ouais. je pense pas qu'il le sait. Ben, je sais pas, mais j'aimerais vraiment avoir une discussion avec que cet homme. Oui, mais bon, en tout cas, tout ça pour ça. Le deuxième tour, le Salon du livre cette année, la thématique, c'est tous les espoirs sont permis. Exact. Donc, j'avais une question très, très large. J'aimerais ça que vous me parliez d'un livre qui vous a fait peut-être croire en quelque chose ou qui vous a donné une vision différente, qui vous a fait rêver ou qui vous a fait croire ou permettre d'être quelqu'un ou de pouvoir penser comme ça ou de faire telle chose. Donc, quel livre a été marquant dans votre vie qui vous a permis d'être ou qui a changé la route dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? On n'est pas obligé de faire ça en ordre. Hein? Un peu de chaos, Ouais. non? Que c'est dur. Je peux y aller. Vas-y, parce que, Sylvain. bon, moi, je suis assez cartésien, je respecte l'ordre. Mais en D'accord. fait, moi, j'ai envie de parler du livre. Ben, j'en ai brièvement parlé tantôt, mais Nelly Arcan. Nelly Arcan, c'est une autrice qui a été très importante pour le Québec, et pour le monde, j'ai envie de dire. Mais et j'ai envie de parler de celui dont on parle peut-être un peu moins, c'est Paradis clé en main. Pour moi, c'est Oui. le livre le plus important. Ça, je te l'ai fait lire. Ça, tu Tu me l'as l'as lu. fait lire. Ça n'a pas eu la même importance pour toi. Mais moi, c'est un livre qui a vraiment été important pour moi parce que ça parle. Répète-moi le motto, c'est l'espoir. Tous les espoirs Tous sont les permis. espoirs sont permis. Puis en fait, c'est un livre qui. C'est une dystopie. Ça raconte l'histoire d'une compagnie qui aide les gens qui veulent mourir à accomplir leur suicide. Et en fait, la narratrice, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à la mort. Mhm. Et ben, en fait, moi, je me suis vraiment beaucoup reconnu dans ce sentiment-là. Moi, j'ai passé, avant de savoir que le suicide était quelque chose qui se faisait, je pensais à mourir. Puis même avant de savoir c'était quoi la mort, là, quand j'étais un enfant, moi, je voulais dormir. J'étais un enfant qui voulait dormir quand ça allait pas bien. Ou, tu sais. Fait que Mhm. j'ai grandi vraiment avec. Je m'excuse, je suis dark, là. On a pris un tournant. Mais c'est ça. Puis j'ai grandi avec cette émotion-là. J'avais beaucoup mieux maintenant. Mais de lire ça dans ce livre-là, Ouais. j'ai pu me reconnaître. Et donc, ben là, on parlait d'espoir. Donc, c'est un peu ça. C'est de pouvoir me reconnaître, de savoir. Puis je sais que malheureusement, Nelly Arcan, elle a terminé sa vie de façon vraiment trop abrupte. Mais pour moi, ça a été important. Ça a été important de savoir que j'étais pas seul. Mhm. Et mais en fait, c'est ça. Quand on n'est pas seul, on se sent compris. Puis, ouais, c'est ça le livre important pour moi. Mais merci beaucoup de Merci. partage. Maude? Oui, j'espérais que tu suives pas l'ordre parce que je suis Oh, pas excuse-moi, attends. sur José? une note aussi profonde. mais- Je m'interroge depuis tantôt, puis je lis tellement des livres assez sombres que j'ai Mhm. presque de la misère à te répondre, je le sais pas. Puis Non. même, T'as pas beaucoup d'espoir. ben, en fait, j'ai beaucoup d'histoires, mais beaucoup d'espoir, mais ça se traduit pas nécessairement dans mes livres. Écoute, Mhm. quand tu as commencé à parler, je pensais à la trilogie des jumeaux d'Agatha Christophe. S'il y a un livre sombre, c'est bien ça. S'il n'y a pas d'espoir, c'est bien ça. Mais le troisième livre, il y a comme quelque chose, peut-être parce que ça défait tout ce qu'on avait imaginé. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'espoir? Je sais pas. Mais j'ai tellement de misère à te répondre. Mhm. Ben, peut-être le livre Le Petit Lynx de Nathalie Bianca, qui est un livre assez léger, mais ça donne espoir parce que c'est un petit garçon qui vit encore un petit garçon, mon Dieu. Ah, je savais qu'il y avait une thématique là. J'aime les enfants, puis c'est vrai. Mais c'est vraiment... ce livre-là, il y a de l'espoir. Et ce livre-là, je l'ai trouvé très beau. Ça vient de me popper, mais je pense que Le Petit Lynx de Nathalie Bianco, c'est un livre qui fait du bien. Puis il est arrivé un bon moment dans ta vie. Oh, non, non, Il de est façon arrivé. générale. Ben, moi, mes livres arrivent, hein, mes livres pleuvent, puis je les lis, puis c'est tout. Mais moi, ça, c'est un beau livre avec c'est un petit garçon qui, normalement, là, aurait pas dû l'avoir facile, Mhm. puis qu'il y a des gens qui l'entourent, mais qui lui permettent de s'en sortir. Fait que c'est un livre plein d'espoir. Je me souviens de l'avoir refermé, d'avoir dit, oh, mon Dieu, encore, la vie peut être belle. Ah. Oui. Mais c'est un livre léger, là, on s'entend. Là. Tu sais, je pense pas qu'à la fin de mes jours, c'est le livre qui va venir en tête. Et pourtant, c'est quand même le livre à laquelle je pense. Oui, en ce moment. exactement. Fait que ça se passe à Paris. C'est un beau petit livre. Le Petit Lynx. Parfait. Merci. Maude? Oui.
c'est ça, je faisais une blague, mais je sais de quoi je veux parler. En fait, moi, tu sais, comme la question initiale là, que tu nous avais lancée, c'était quel livre nous a fait aimer la lecture? Mhm. Puis moi, ça, je pourrais pas dire parce que la lecture a toujours été dans ma vie. Merci à ma mère et à mon père qui ont lu des albums. Puis qu'après ça, ils m'ont lu Harry Potter, même si c'était peut-être pas ce qu'ils avaient envie de lire. Puis j'ai toujours eu la lecture dans ma vie et l'amour de la lecture. Par contre, je me souviens du livre, la trilogie, en fait, qui m'a fait découvrir mon amour et ma passion pour tout ce qui est fantastique, science-fiction, le surréel, la magie. Et puis, c'était Nessie Names, la trilogie Nessie Names, par Michel Gavazzi, qui est une autrice de l'Outaouais, en plus. Mhm. C'est une histoire où est-ce que les enfants ont comme pas d'identité, sont programmés là, génétiquement. Et puis, il y a certains enfants rares qui, comme Nessie, qui en fait sont pas. C'est un peu flou dans ma tête, là, ça fait longtemps, mais sont pas programmés génétiquement. Puis, en fait, ont à cause de ça des capacités ou des pouvoirs que les autres enfants n'ont pas. Puis, à cause de ça, ils sont un petit peu en danger. Fait que je me souviens d'avoir lu ça, je devais avoir 9 10 ans, puis ça a été comme un choc parce que c'était la première fois que je lisais un livre, puis que j'avais non seulement envie de vivre dans un autre univers, mais en plus, j'avais envie de soudainement créer des univers dans ma tête ou créer des univers puis les coucher sur papier pour donner ce sentiment-là à des lecteurs potentiels. Fait que pour moi, ça a été marquant. Puis pour la petite histoire, comme je l'ai dit, Michel Gavazzi, elle vient de l'Outaouais. Puis quand j'étais toute petite, un des endroits où ma mère et moi, on allait lire, chacun de notre côté, là, mais c'était à l'époque, c'était le café Mukaloka qui était sur la principale à Elmer. Mhm. Donc, soit on jouait aux jeux de société, soit on lisait. Puis des années plus tard, quand je suis revenue d'avoir fait mon certificat en création littéraire à l'Université Laval, j'ai continué des études, mais en Outaouais. Puis, comme toute étudiante universitaire qui aime lire et écrire, j'ai décidé d'aller travailler dans un café. Donc, je suis allée à cet endroit-là, qui était devenu le Café Mulligan. Puis, je me souviens les jours où j'écrivais pas, puis où est-ce que j'étais pas à l'université, pardon, les jours où je travaillais pas au café, puis où est-ce que j'étais pas à l'université, j'allais écrire dans ce café-là. J'aimais ça être là. Puis, à un moment donné, plusieurs mois après avoir commencé à travailler là-bas, je parle avec la propriétaire, Isabelle, puis je lui dis, tu sais, oui, un des livres qui m'a vraiment marqué, c'est la série Nessie Names. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit, mais tu le sais que notre ami qui vient plusieurs fois par semaine prendre un café avec nous, c'est Michel Gavazzi. Ah! Puis moi, cette histoire-là, j'avais envie de la partager parce que justement, s'il y a pas, s'il y a des espoirs qui Mais sont oui. possibles, si le monde littéraire est petit, ça, c'en est la preuve. Donc, voilà. Wow, il y avait une belle twist à cette Ouais. histoire-là. J'aime ça. Un beau cliffhanger. Ben, en tout cas, c'était pas un cliffhanger, mais une... Plot twist. Oui. Une belle chute. Belle chute, oui. Merci pour le mot en français. J'aime ça. J'essaie. Kaloula? Oui, c'est difficile comme ça Oui. de dire quel était le livre qui m'a frappé, mais c'est lui qui vient en tête, surtout qui rentre dans les thèmes du Salon du livre et qui m'a marqué quand j'étais très jeune. Parce que j'ai commencé aussi à lire très très jeune, tout ça, j'aimais beaucoup la lecture et je continue tout le temps. Moi, c'était Papillon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Papillon, d'Henri Charrière. C'est cet homme qui s'est retrouvé dans les bagnes dans les prisons Mhm. de la Guyane française à l'époque. Mais il était arrivé à s'évader. C'était une histoire vraiment qui avait marqué une certaine époque et tout ça. Et c'était de voir que dans ces bagnes, là où la vie était très difficile, très dure, mais ils n'a jamais perdu l'espoir de retrouver sa liberté. Et c'était une grande prison de forte sécurité, mais il était arrivé à s'échapper. Il a publié ses mémoires bien après, je crois, en 1900. L'histoire s'est passée en 1934, mais ça a été publié en 1900. Là, je suis en train de chercher les dates avec l'aide de notre ami ici, en 1969. Mais ça nous avait déjà marqué à cette époque, hein, de voir comment quelqu'un pouvait y croire et tout ça. Ça me rappelle également d'autres types de lectures de l'époque, comme Dostoïevski. 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 C'est pas si facile, je voulais pas me tenter. J'étais comme si ça sort pas comme il faut. Là. Exactement, avec cette histoire. Donc, c'est un peu c'est tous les livres qui ont montré comment,
dans la vie, quelle que soit la situation, il y a toujours un petit Ouais. bout de lumière par lequel on peut repartir. Et ça a beaucoup influencé ma philosophie de vie, ma carrière. Mhm. Et j'ai été heureux il y a quelques jours, un ami qui me dit, mais tu sais, il y a quelque chose que tu m'as dit il y a quelques années, une dizaine d'années, que même si tu as simplement 1% d'espoir, focalise ça sur soi, ne regarde pas le Ouais. 99,99 Ouais. des mauvaises choses. Et moi, ça m'a beaucoup influencé et ça a influencé aussi ma philosophie de vie, hein, d'aborder toujours les choses positivement et chaque jour de pousser un peu. Mais j'ai eu beaucoup d'autres lectures que je ne saurais pas citer qui m'ont influencé, mais les lectures où il y avait ce côté d'y croire, de continuer Mhm. à toujours faire bouger les limites, même si c'est 1%, demain ça devient 2% et Oui. puis ça avance. Ouais, ça, c'est les genres de lectures qui m'ont beaucoup influencé, qui ont permis d'ailleurs pour qu'on puisse, comment dirais-je, se retrouver là aujourd'hui avec la maison d'édition Oui. Mhm. dans un milieu où il n'y a que des c'est intimidant. Oui. Mm. Très intimidant, mais le fait qu'on regarde sur cet angle-là, d'abord en tant qu'auteur, tout simplement. Moi, quand j'arrive dans l'Outaouais, bon, mon épouse et moi, on a publié, on Mhm. est à ses débuts. Mais le fait d'être habité par ces genres de philosophie, ça fait que, bon, finalement, on passe à 2 livres, et puis après, d'autres personnes arrivent, on les accompagne, et aujourd'hui, on se retrouve avec une quarantaine de titres dans les 6 ans de Oui. travail. Et puis, c'est dans le parcours qu'on bâtisse des alliances, des professionnels qui nous accompagnent chaque jour. Donc, voilà un peu les genres de littérature qui m'ont, dans ma vie, influencé et qui permettent, parce que, d'être plus pratique. Parfait. Merci Ouais. beaucoup. Il me reste quelques minutes pour vous parler de mon livre. Puis je pense que je suis un petit peu affectée par mon livre parce que les mots m'échappent et les titres m'échappent. Mais T'as plus de ponctuation. non, j'ai plus de ponctuation puis plus de vocabulaire non plus. Moi, j'aimerais ça vous parler d'un livre qui a été écrit par Sandra Dussault. Là, c'est ça, le titre m'échappe complètement. La couverture est magnifique dans ma tête. Ben, c'est le seul roman qu'elle a publié chez Luzerne Rousse, qui est un roman jeune adulte. J'ai comme sur la route en tête, mais c'est pas ça. Puis, en fait, pourquoi j'aimerais vous parler de ce livre-là? Il y a eu plein de livres marquants dans ma vie, mais parfois, il y a des livres qui arrivent à un moment précis, un moment où tu sais pas que tu as besoin de ce livre-là, mais que ça fait vraiment un changement, puis ça change ta manière de penser, puis ça te redonne un souffle un petit peu. Puis ce roman-là, il est arrivé dans ma vie, il a vraiment été une... Oser pour soi, merci. Il y a vraiment eu cette bougie d'allumage. C'était comme autour des années 2018-2019 qui a été publiée. Puis c'est une belle petite histoire. C'est deux adolescents qui ont chacun une quête. Il y a le jeune adolescent garçon que lui, il veut s'émanciper de sa maison, puis tout ça. Il est pris par une parentalité un petit peu trop contrôlante. Puis la jeune fille, si je me souviens bien, elle est à la recherche de ses origines parce qu'elle est adoptée. Puis ça n'avait aucun rapport avec ma vie à l'époque, mais on dirait que de lire ce roman-là à ce moment-là, sans savoir que j'avais besoin de trouver du beau puis de trouver un sens à ce que j'étais en train de vivre. Puis il n'y avait rien de dramatique, là. J'avais, je sais pas trop, là, 20 quelques années, puis j'avais besoin de ça. Mais ça m'a vraiment donné un souffle. Puis je me souviens qu'après, là, j'en ai beaucoup parlé, puis c'était vraiment, ça me redonnait espoir, ça me redonnait un sens. J'avais le droit de rêver, j'avais le droit de me sentir vivante. Puis ça a vraiment changé ma vision des choses. Fait que je trouve que lorsque je pense à espoir, même si c'est peut-être pas le livre le plus marquant puis le meilleur livre que j'ai lu de ma vie, mais il y a vraiment à ce moment-là été la bougie d'allumage, puis le changement de mentalité que j'avais besoin. Puis ça me redonnait un souffle et ça me redonnait envie de continuer, d'aller dans le bonheur. Alors, oh, mon Dieu, c'est émouvant aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que ça va se terminer aujourd'hui. Est-ce que vous aviez autre chose que vous aimeriez dire? Non.
J'ai pensé à un livre qui m'aurait donné espoir. Oui. 3 heures du matin d'un auteur italien. Un livre tellement cute, là. C'est tout. Si jamais vous tombez là-dessus 3 heures du matin, je vous assure, c'est un livre qu'on referme puis qu'on fait « Oh my God, c'est beau Faut-tu le lire à 3 heures du matin? ». Pas nécessairement, OK. mais si tu veux être dans le mood, pourquoi pas? Ça se lit-tu vite? Genre, entre 3 heures et 4 heures, ça va être terminé? Ou... C'est un livre tellement magnifique que tu as juste le goût de continuer à lire. Quand tu le refermes, tu fais encore une fois, oh, la vie peut être belle. Ah. Même si la fin finit un peu avec un ça fait un peu mal. Faut toujours qu'il y ait la twist qui fasse mal, Mais hein? oui. Sinon, ça serait Mais pas 3 heures une du matin, sans farce, retenez ce livre. OK. Merci beaucoup, Josée. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour la magnifique conversation, pour le partage. Merci à vous d'avoir été là avec nous pour la durée de ce balado en vrai. Hey. Une En première. vrai. À Oui. refaire. À refaire. Ben, est-ce que vous allez nous réinviter? Merci à ceux du futur qui vont écouter cette vidéo. Donc, un gros merci. J'espère que vous avez profité du Salon du livre de l'Outaouais. Puis, on se dit à une prochaine fois. Merci. Merci. Merci.